is up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. What is up, beautiful souls? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. On est au mois de mars si vous écoutez cet épisode à peu près à sa date de sortie. Si tu l'écoutes plus tard dans l'année, c'est bien correct aussi. Et oui, on est au mois de mars et ça veut dire que le printemps est là, ou presque. Ça veut dire qu'un vrai début d'année commence. Il y a plein de raisons pourquoi l'année devrait officiellement commencer au mois de mars et non le 1er janvier. Ça, c'est une conversation pour une autre fois peut-être. Donc, j'espère que vous ressentez cette effervescence-là. J'espère que vous profitez des journées qui allongent pour prendre de l'air, pour aller marcher après votre souper le soir alors qu'il fait encore un peu soleil dehors. J'espère que vous profitez de la température qui commence à tranquillement se réchauffer et que vous utilisez cette belle énergie-là du printemps pour commencer à peut-être faire un ménage du printemps, peut-être à mettre sur papier dans vos intentions, dans votre cœur, dans votre âme, dans votre tête, vos intentions justement pour la prochaine saison. Au printemps, on le sait, les choses commencent à pousser, on voit des bourgeons, etc. Donc, on peut certainement s'aligner avec cette belle énergie-là de la nature et c'est ce que je vous souhaite. J'entends beaucoup de gens qui sont très malades aussi ces temps-ci. C'est vraiment dommage. J'ai l'impression que la saison des gens qui sont malades, mais à cette heure, ça part de septembre puis ça finit comme jamais, là, genre, ou en mars, obviously, parce que c'est le mois dans lequel on est. Puis j'entends encore des gens qui ont des gros trucs qui durent vraiment longtemps. Des pneumonies, des bronchites, des streptocoques, une toux qui finit plus, extinction de voix. Fait que j'espère aussi que, d'un autre côté, si vous n'êtes pas en mesure d'être genre « wouhou, full vibes, positive, plein d'énergie du printemps parce que vous êtes malade », ben j'espère que vous prenez soin de vous de la bonne façon. N'hésitez pas à aller voir d'autres épisodes de podcast. J'en parle sur, par exemple, le système immunitaire. J'ai un épisode qui explique mes 8 ou 10 trucs naturels pour justement jamais tomber malade dans mon cas, tu sais. Donc, n'hésitez pas à fouiller dans le podcast pour aller chercher encore plus de ressources si en ce moment votre santé optimale n'est pas optimale. All right? Mais aujourd'hui, on va rentrer dans un autre sujet. On est en mode solo. On va rentrer dans une conversation qui a été Spark, c'est mon mot de 2025 en plus, qui a été inspirée de une récente soirée dans laquelle j'avais été invitée. Donc, la soirée des Étoiles Roses qui a eu lieu le 8 mars dernier dans le cadre de la Journée de la femme, où est-ce qu'il y avait plusieurs femmes, bien sûr. Il y avait quelques invités. On partageait des parties de notre histoire. Et moi, j'étais une des étoiles roses de la soirée. Donc, j'ai pu avoir l'honneur et le privilège de partager une partie de mon histoire. On a rentré beaucoup dans mon histoire d'amour-haine avec le patinage artistique. On a parlé des troubles alimentaires qui se sont développés par la suite. On a parlé de mon côté très perfectionniste, très discipliné, très rigoureux, qui sont toutes des belles qualités, mais qui m'ont amené plusieurs côtés peut-être moins plaisants, entre autres les troubles alimentaires. On a parlé de mon départ en Australie, qui a été vraiment l'élément déclencheur de mon éveil spirituel, de mon wake-up call, de mon awakening, peu importe les termes qu'on veut utiliser, mais vraiment le début de cette belle guérison-là et bien sûr le début de la vie nomade qui a mené éventuellement à la création de Karmakin. Donc, c'est pas facile là, d'expliquer ton histoire au complet quand tu as 34 ans en genre 35-40 minutes, là. Surtout que moi, j'aime bien jaser, puis mon histoire, il y en a des choses dans mon histoire, mais c'était une soirée absolument incroyable. Puis c'est ça qui a inspiré le sujet d'aujourd'hui parce que je parlais beaucoup de ce côté-là, que j'étais très, très, très perfectionniste en tant qu'athlète de patinage artistique, que cette perfection-là, ou plutôt cette quête de perfection-là, est revenue quand j'ai suivi mon premier plan alimentaire après ma carrière de patinage artistique et d'avoir
emprunté d'avoir eu cette étiquette-là de perfectionniste, ben ça m'a servi et ça m'a amené justement quelques moments assez difficiles, en fait. Donc, on me posait la question, tu sais, on fait comment pour se libérer de cette étiquette-là de perfectionniste? Et c'est ça, encore une fois, qui a inspiré la conversation d'aujourd'hui. Je veux qu'on jase de comment se libérer des étiquettes qui ne nous servent plus. Donc, moi, je vais parler beaucoup de mon étiquette de perfectionniste, mais il y en a plein d'autres étiquettes qu'on se met sur le front, hein, qu'on adopte, qu'on emprunte à la société, qu'on intériorise, qu'on projette sur les autres, qu'on se fait miroiter par les autres. Et juste pour en nommer quelques-uns, hein, bon, perfectionniste, people pleaser. C'est une expression en anglais, mais on entend souvent people pleaser, c'est quelqu'un qui, c'est ça, veut toujours faire plaisir aux autres, qui n'est pas capable de dire non, qui dit toujours oui et qui s'oublie. L'étiquette de « Ah, moi, je suis introverti. Moi, je suis extraverti. Moi, je suis une maman poule. Moi, je suis un overachiever. » Ou « Je suis un high performer. » Donc, quelqu'un qui est toujours dans l'hyper-performance, qui veut toujours accomplir plus et plus. L'étiquette de victime, hein? « Ah, la vie, ça m'arrive à moi, puis je suis victime de mes circonstances, etc. » L'étiquette de trop sensible, hein? Toi, t'es trop sensible, tu pleures trop, etc. L'étiquette d'imposteur, des fois, on a le syndrome d'imposteur qui se fait ressentir. L'étiquette d'hyper indépendante, je l'ai certainement eu, cette étiquette-là aussi. Donc, toutes ces étiquettes-là, ces mots-là qu'on utilise pour se décrire, pour s'identifier. Et c'est pas que c'est mal, c'est pas qu'on veut se libérer de toute étiquette, c'est pas qu'on veut absolument ne plus jamais se décrire avec ces mots-là, mais c'est d'avoir une prise de conscience solide et profonde, entre autres aujourd'hui grâce à la conversation Awesome, pour vraiment venir analyser et surtout ressentir dans son corps, est-ce que ça me sert encore d'avoir cette étiquette-là? Est-ce que c'est une étiquette que je veux garder? Est-ce que ça fait partie de mon identité, puis ça m'amène des choses positives? Ça me sert à des choses. Parce qu'on va le voir, hein, ça sert toujours à quelque chose d'avoir ces étiquettes-là. Et si on ne fait pas ce travail d'introspection-là, d'analyse-là, de réflexion-là, bien, on reste avec ces étiquettes-là pendant 2 ans, pendant 20 ans, pendant le reste de nos jours. Et ça peut parfois devenir limitant. Ça peut parfois devenir restrictif. C'est parfois un jugement envers soi-même. Ah, moi, je le sais, je suis bien trop sensible, je broye tout le temps. Des fois, c'est des étiquettes qui nous appartiennent pas. Donc, c'est les gens qui nous ont étiquetés comme « Ah, Claudia, elle est vraiment extravertie. » Alors que dans le fond, je suis pas extravertie, moi. Je suis introvertie. Et je recharge mes batteries toute seule, chez moi. Je suis pas gênée. Je vais faire des conférences devant tout le monde. Je vais rencontrer des gens sans aucun problème. J'ai aucune anxiété sociale. Je vais voyager partout dans le monde puis je serai pas gênée. Donc, j'ai ce côté-là. Peut-être qu'on peut associer à extraverti, mais je recharge mes batteries de façon introvertie. Donc, encore une fois, je vais glisser des exemples personnels à travers la conversation d'aujourd'hui, mais pour vous montrer que des fois, ben c'est quelqu'un d'autre qui nous a mis cette étiquette-là, tu sais. Comme je l'ai dit, ça nous sert plus souvent, donc ça nous empêche peut-être d'aller de l'avant. Ça nous limite dans notre identité. Identité, on parle d'ego, entre autres, hein, je veux dire l'ego, le I, le moi, le je. On a besoin d'un ego, absolument, sinon il n'y a pas grand-chose qui se ferait dans la vie. Par contre, il faut devenir ami, j'ai envie de dire, avec notre ego. Il faut l'intégrer dans notre whole self, donc dans notre moi entière, et s'assurer que, justement, on n'est pas limité dans des caractéristiques de notre ego qui sont super renforcées. Parce qu'il y a des choses qui renforcent l'ego, bien sûr. On peut avoir des comportements qui sont peut-être plus désirés, mais qu'on fait par habitude, par routine, associés à notre étiquette. Donc, par exemple, si on a l'étiquette de people pleaser, ben on peut avoir des comportements comme être incapable de dire non, ne pas pouvoir mettre ses limites. Donc, on se fait piler sa tête au travail, on est rendu près d'un burn-out parce qu'on dit toujours oui, notre horaire est rempli, surchargé, on vit beaucoup de stress, de charge mentale, tu sais. Ça peut aussi nous amener une espèce de perception personnelle, j'ai envie de dire, qui est comme embrouillée. Fait que c'est comme si on perd un peu l'essence de qui on est vraiment. En dessous de toutes ces étiquettes-là, ben qui on est? Qui es-tu? Ah, une grosse question, là. Et bien sûr, ben, ça peut embrouiller la perception des autres envers nous-mêmes. Donc, si toi, tu t'affiches toujours comme quelqu'un qui est overachiever, ben les gens, ils vont dire « Hey, Claudia est genre super ambitieuse, elle a un projet après l'autre, elle est toujours en train d'accomplir plein d'affaires. » Donc, des fois, les gens, ils vont s'attendre de toi que tu sois dans cette énergie-là, toujours de overachiever.
Donc, ça fait encore une fois un effet miroir, un effet de projection. Je veux dire, des exemples de projection que je faisais sur les autres, j'en ai nommé plusieurs hein, dans ma petite conférence entrevue là, que j'ai faite à la soirée des Étoiles Roses. Tu sais, par exemple, moi, je voulais être parfaite avec ma nutrition, parfaite avec mon entraînement. Je comptais mes calories à la perfection, tu sais, parce que, bien sûr, ça amène un sentiment de contrôle aussi. Et je faisais une projection sur les autres parce que j'avais tellement pas d'estime de moi, puis je me trouvais pas assez shredded, assez lean, assez mince, assez tonifiée, tu sais, trop grosse, trop gras, trop musclée. Donc, je projetais sur les autres une perception de moi-même. Exemple, j'étais au gym, je me disais, hey, les gens, là, ils doivent me regarder puis se dire, ben comment ça, Claudia est grosse de même si elle s'entraîne autant? Puis les gens, ils doivent dire, comment ça, Claudia est grosse de même si elle est kinésiologue? Donc ça, c'est toi, ben c'est moi, là, mais je veux dire, c'est nous qui faisons de la projection sur les autres avec notre propre opinion de nous-mêmes. Donc moi, j'ai une étiquette de parce que je suis kinésiologue, parce que je m'entraîne autant, parce que j'étudie en nutrition, parce que j'ai fait du passage artistique, ben je devrais avoir l'air d'une fille qui fait des compétitions de fitness. Donc, si j'ai pas l'air de ça, j'ai pas cette étiquette-là, ben je projette que les gens vont me juger. Tu sais, fait que je vous donne tous ces exemples-là, pour que vous puissiez comprendre que ça nous sert des étiquettes, mais il faut faire attention pour toutes ces raisons-là. Comment ça peut justement nous limiter, nous restreindre, amener du jugement, de la projection, etc. Fait que se libérer de ces étiquettes-là qui ne nous servent plus parce que vous avez sûrement des étiquettes qui vous servent encore. Puis tu sais, je vais utiliser le mot étiquette. On peut dire des chapeaux, des rôles. Tu sais, moi, mon rôle de coach, mon étiquette de coach, je l'aime. Il me sert encore vraiment beaucoup, tu sais. Peut-être que ton étiquette, ton rôle, ton chapeau de maman, ben tu l'aimes probablement. Tu n'as pas vraiment le choix de le garder, tu sais. Fait qu'encore une fois, c'est d'aller chercher ces traits-là, ces étiquettes-là qu'on veut se libérer. Parce que c'est souvent associé à des croyances limitantes qu'on a envers nous-mêmes. Parfois, c'est même associé à des traumas, des traumatismes qu'on a vécus. Fait que s'en libérer, c'est parfois un processus qui peut être délicat, qui fait réveiller certaines choses. Puis, une autre question qu'on m'a demandé, tu sais, quand tu as parlé ouvertement 3 ans plus tard de tes troubles alimentaires, je me souviens, j'avais fait un gros post sur Facebook quand ça faisait 2 ans que j'avais pas fait de binge. Puis je m'étais vraiment mis à nu, vraiment vulnérable, que je vivais ça, tu sais, en 2017, ça, que j'ai posté ça. Ben, tu sais, la personne me disait, Sarah me demandait, tu sais, comment tu te sens, t'étais-tu nerveuse? Puis non, parce que j'étais rendue à un endroit dans mon processus qui a été délicat pendant plusieurs années, que je me sentais assez guérie, assez libérée pour en parler ouvertement, tu sais. Fait que ce processus-là, ben, il peut être long, il peut être graduel, absolument. Il nécessite de l'introspection, des outils pratiques, souvent un accompagnement. Hein? Moi, je me suis fait accompagner plusieurs fois de différentes façons dans ma vie, pas nécessairement juste pour des troubles alimentaires, mais pour plein de coaching, tu sais. Donc, je me suis fait suivre par des psychothérapeutes, par des psychologues, par des naturopathes, par des gens qui faisaient de l'hypnose, par des coachs en mindset, par des coachs qui faisaient de la PNL, donc de la programmation neurolinguistique. J'ai fait des cérémonies plus spirituelles avec des chamans. Tu sais, j'ai eu des coachs en business, j'ai eu des coachs en entraînement. Tu sais, je me suis fait accompagner beaucoup et moi, j'accompagne les gens. Donc, I walk the walk, là, puis I talk the talk, mais I also walk the walk, là, tu sais. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'accompagnement, tu sais, peu importe c'est qui, tant qu'évidemment, c'est aligné avec vous pour vous accompagner justement dans ce protocole-là. Donc, la première étape, tu sais, pour vraiment avoir cette libération-là, cette transformation-là personnelle, ben vous serez pas surprise, là. Tadadam, c'est la prise de conscience. Donc, des fois, on n'a même pas conscience qu'on a ces étiquettes-là, qu'on a intériorisé certaines choses, on se auto-identifie comme people pleaser, perfectionniste, maman poule, hyper indépendante, etc. Donc, les étiquettes limitantes qu'on se donne à soi-même ou qu'on a encore une fois internalisées, souvent c'est à cause des expériences passées, hein? Ben, il faut les reconnaître. Donc, je vous invite à prendre un papier et un crayon, puis à les écrire, à les lister. Toutes les étiquettes que vous êtes données ou que vous avez reçues des autres. Genre, je suis pas assez bonne, je suis une mauvaise mère, je suis trop sensible, je suis pas capable de dire non, j'ai toujours trop d'ambition, je suis jamais assez. Puis pour chaque étiquette, chaque petite phrase comme ça que vous allez identifier, bien, je vous invite aussi à écrire des exemples. Fait que donner une situation spécifique que tu t'es senti limité par cette étiquette-là,
que tu t'es senti prise au piège. Donc, parce que je m'identifie comme introvertie, ben j'ai refusé d'aller faire un événement de réseautage parce que je suis trop gênée puis je suis trop introvertie. Parce que je m'identifie comme people pleaser, ben j'ai double booké ma fin de semaine puis je suis tombée malade parce que j'étais trop surchargée. Alors, quand vous écrivez ces exemples-là, ça va vous aider à identifier qu'est-ce qui a déclenché ce feeling-là, puis à comprendre aussi ça vient de où ces croyances-là. Ce qui est la deuxième étape, c'est d'aller explorer, c'est quoi l'origine de ces étiquettes-là? Ça vient de où ça? Quand est-ce que j'ai commencé à m'identifier comme hyper indépendante ou, encore une fois, je répète les mêmes exemples, tu sais, ou il y en a un autre, moi, je suis la queen du multitasking, là. Je fais du multitâche là, de façon incroyable. Mais il y a juste 2% des humains qui sont capables de faire du multitâche de façon incroyable et c'est probablement pas nous. Donc, où est-ce que ça a commencé, ça? Des fois, c'est des événements passés. Des fois, c'est quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance. Moi, ça s'est construit beaucoup avec justement mon sport, le passion artistique. Comme j'avais beaucoup de talent puis que je travaillais fort, mais j'étais bonne rapidement. Donc, je me suis mis une pression. J'avais pas vraiment de pression extérieure. J'ai des super bons parents qui m'ont supporté, des super bons coachs qui m'ont supporté, mais je me suis vraiment mis cette pression-là très, très jeune parce que je prenais ça tellement au sérieux, tu sais. Fait que c'est ça qui a construit, là, hey, si je suis pas parfaite, je gagnerai pas en compétition puis je veux pas que les gens viennent me voir en compétition tout d'un coup que je manque un saut, tu sais. Donc, des fois, ça vient de ce genre de circonstances-là. Des fois, c'est des traumas, justement. Je sais pas, moi, malheureusement, tu vis de l'abus, que ça soit de l'abus émotionnel, sexuel, physique quand tu es jeune. Donc, tu intériorises que tu dois toujours te faire tout petite. Puis toi, t'es trop gêné pour prendre la place puis pour parler devant un groupe, tu sais, ou peu importe. Des fois, c'est des messages sociaux dans le niveau collectif, au niveau de la société. Mesdames, quand on parle de composition corporelle, d'estime de soi, de notre corps physique, il y a énormément de messages sociaux qui sont véhiculés. Donc, on emprunte des étiquettes différemment, que je serai jamais fit, moi, je suis pas sportive, je suis jamais assez mince, je suis trop grosse, etc. Donc, identifier ces sources-là. Pensez à des événements que vous avez vécu, des expériences de vie, où est-ce que vous avez reçu ces messages-là plutôt négatifs, tu sais. Est-ce que c'est dans votre famille? Est-ce que c'est dans des relations abusives? Est-ce que c'est encore une fois, au niveau de la société, à l'école, dans votre sport? Puis, relier l'étiquette à l'émotion principale que ça vous fait ressentir. Moi, c'était énormément de honte. J'avais tellement honte d'avoir des troubles alimentaires parce qu'en plus... j'étudiais là-dedans. J'aidais les gens littéralement avec leur entraînement, avec leur estime d'eux-mêmes, avec leur nutrition. Et après ça, en cachette, j'étais prise avec ce trouble de santé mentale-là. Donc, il y avait énormément de honte. Des fois, c'est de la tristesse que ça nous fait ressentir. Des fois, c'est de la culpabilité. Des fois, c'est de la peur. Des fois, c'est de la colère. Donc, d'identifier les émotions que ces étiquettes-là nous amènent, ça peut aider à comprendre, encore une fois, ça vient de où puis pourquoi il existe ces croyances-là. Tu as un autre exemple, genre, je sais pas, moi, moi, ça m'amenait de la colère, par exemple, d'être autant perfectionniste. Parce que dès que je manquais un saut sur la glace, j'étais fâchée après moi-même, tu sais. Peut-être que ça t'amène la tristesse de t'identifier comme quelqu'un qui est hypersensible. Parce que quand tu ressens beaucoup tes émotions, puis tu fais comme, là, moi, je suis hypersensible, tu refoules ça, ça te rend triste parce que tu aimerais ça, exprimer ta joie à 1000%, puis exprimer ta peine à 1000%, mais tu te retiens. Donc, il y a peut-être la tristesse ou encore une fois, peut-être la honte. C'est bon? On suit? C'est cool. Puis, tu sais, prenez le temps de faire ça. Là, vous m'écoutez, peut-être vous êtes en train de marcher, faire votre vaisselle, vous entraîner, conduire, mais prenez le temps de faire ce processus-là. C'est tellement libérateur. Puis, ça se fait pas en 10 minutes sur le coin d'une table. Ensuite, prochaine étape, c'est là qu'on va commencer à challenger ces étiquettes-là, à tranquillement prouver que c'est peut-être pas la vérité absolue. Puis, justement, qui nous servent peut-être plus. Puis, qu'il y a peut-être des preuves qui nous montrent que on n'est peut-être pas si hypersensible que ça. On n'est peut-être pas si perfectionniste que ça. Ou peut-être que, je vais le reformuler différemment, peut-être qu'on l'est hypersensible, peut-être qu'on l'est perfectionniste, mais ça n'a pas besoin d'être aussi limitant, ça n'a pas besoin d'être une étiquette qui affecte autant, encore une fois, nos choix, nos pensées, nos comportements. Parce que souvent, ces étiquettes-là sont basées sur des croyances qui sont généralisées ou qui sont erronées, qui sont même pas vraies. Genre, c'est-tu vraiment vrai que tu prends trop de place? Ou c'est quelqu'un qui t'a dit ça à un moment donné, tu sais? C'est-tu vraiment vrai que t'es nerd?
Parce que tu t'es fait dire une fois par tes collègues de classe ou ton professeur que, ben, c'est ça, t'étudiais tout le temps, puis t'étais la chouchou du prof, puis que t'étais trop intelligente ou trop bolée, tu sais. C'est-tu vraiment vrai que t'es incapable de dire non? Ou c'est parce que de façon générale, tu dis toujours oui depuis 20 ans? Mais tu serais capable de dire non puis de mettre une limite, tu sais. Fait qu'il faut remettre en question ces croyances-là pour commencer à les déconstruire. Fait que prenez chaque croyance, prenez chaque étiquette et analysez la validité de cette croyance-là. Fait que tu te demandes si, OK, c'est-tu vraiment fondé cette affaire-là ou c'est basé sur une vision qui est peut-être réduite ou restreinte plutôt de toi-même? Exemple, je sais pas moi, j'en ai donné quelques-uns, là, mais mettons que j'en donne un autre. Tu sais, tu te considères comme une mauvaise mère. Moi, je suis une mauvaise mère, je perds toujours de patience avec mes enfants. Puis là, je vois toutes les mères fabuleuses sur Instagram qui font plein d'affaires. Puis moi, j'ai pas la capacité de faire ça, etc. Je suis une mauvaise mère. T'es-tu vraiment une mauvaise mère? T'as-tu vraiment échoué, genre, en tant que mère? Ou c'est juste que tu fais ce que tu peux avec les moyens que t'as, tu sais? Donc, challengez ces croyances-là. Posez-vous des questions, puis après ça, allez chercher des preuves contraires. Fait que pour chaque étiquette, chaque croyance limitante que cette étiquette-là amène, va chercher des preuves de l'inverse. Donc, si tu penses que tu es incapable de faire ça, moi, je suis pas capable de parler en public, moi, je suis pas capable de dire non à mon boss, moi, je suis pas capable de lancer ma business, moi, je suis pas capable d'apprendre une nouvelle langue. Bien, note des moments dans ta vie où est-ce que tu as réussi quelque chose, même si c'est tout petit, juste pour commencer à trouver des preuves que, attends une minute, là, c'est peut-être pas une croyance absolue qui est vraie tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai des preuves que dans ma propre vie personnelle, il y a eu des moments où est-ce que j'ai été capable de faire ces choses-là, où j'ai été capable de faire une version plus petite de ces choses-là, mais quand même. Et là, on va commencer à créer des nouvelles associations neuro dans votre cerveau qui vont faire comme, attends une minute. Ah, il y a des moments dans ma vie que j'ai été capable de courir, où j'ai été capable de maintenir un programme d'entraînement pendant plusieurs mois. Fait que c'est là, j'ai l'étiquette que je suis poche, puis je suis jamais constante, puis je serai jamais capable de devenir quelqu'un actif sur le long terme. Attends une minute, il y a des preuves qui démontrent le contraire. Et grâce à ces preuves-là, c'est là que la prochaine étape, tu vas reformuler ton étiquette limitante. C'est là qu'on peut rentrer dans tous les workouts de mindset que j'appelle, là. Fait que d'écrire ces affirmations-là, puis de les lire, de les ressentir plusieurs fois par jour, de les mettre dans ton background de cellulaire puis de laptop pour que ça soit la première chose que tu vois quand tu vas sur ta technologie, de t'écrire des petits mots sur ton miroir, par exemple, d'avoir une habitude de journaling à chaque matin que tu fais ton journaling puis tu réécris ton étiquette de façon reformulée. Puis tu peux peut-être changer même le mot étiquette. C'est plus une étiquette, maintenant, c'est une affirmation positive. Fait que la façon qu'on va décrire tout ça, ça peut être modifié en changeant notre perspective. Fait qu'on transforme l'étiquette, on la reformule positivement. Fait qu'au lieu de dire « Ah, je suis vraiment trop sensible, je pleure tout le temps, je suis ben trop sensible », tu pourrais transformer ça avec une affirmation du genre, je sais pas moi, ma sensibilité, c'est une force. C'est une force qui me permet de comprendre profondément les autres, par exemple. Au lieu de dire « je suis un échec », tu pourrais dire « je suis en constante évolution. Je suis en processus d'atteindre X. Chaque étape me rapproche de my higher self ou de mon objectif. Je suis le genre de personne qui je choisis de... » Ça aussi, c'est des formulations que j'ai déjà partagées sur le podcast. Donc, au lieu de dire « je suis une perfectionniste puis tout doit être parfait », on va dire comme non, j'ai des hauts standards pour moi-même et ça me sert à m'améliorer. Peu importe. Il y a des façons de transformer ça avec des mots positifs, des mots qui sont empowering, qui t'amènent un pouvoir personnel, une confiance en toi. Puis c'est important de les ressentir. Peut-être que tu ne le croiras pas au début, mais éventuellement, plus tu vas le reformuler, plus tu vas le répéter. Le subconscient a tellement besoin de répétition, répétition, répétition. Parce que ça fait peut-être 5, 10, 15, 20 ans que tu as cette étiquette-là. Donc, pour la retransformer, ça prend de la répétition. Fait que répéter à tous les jours, le matin, avant d'aller dormir, durant la journée, quand tu vois cette étiquette-là apparaître, questionne-la, challenge-la, transforme-la. Ensuite, en parallèle à tout ça, c'est super important de travailler sur ton estime de toi, l'acceptation de toi, ton amour de toi. OK? Parce que
À la base, là, à l'origine de toutes ces étiquettes-là, je suis prête à dire que ça part tout du fait qu'on a l'impression qu'on n'est pas assez, puis on s'aime pas de façon deep, fondamentale. Encore une fois, pour plein de raisons que je pourrais parler pendant des heures, qui parlent littéralement de la création de l'humain, là, si on retourne à la nuit des temps et à l'origine de l'histoire de l'humanité, ben on a ces limites-là, ces restrictions-là, ces croyances limitantes-là qui font en sorte que deep down dans nos gènes, dans notre DNA, dans qu'est-ce qu'on transmet de génération en génération, pour plein de raisons complexes et simples, ben on a l'impression qu'on n'est pas assez, puis qu'on doit faire des choses, puis emprunter des étiquettes pour être aimé, pour être accepté. C'est peut-être lourd puis deep ce que je dis là, et ça peut l'être, mais ça peut être très léger aussi. Parce que souvent, ces étiquettes-là, c'est l'indication d'un manque d'estime de nous. Moi, c'était certainement ça. Puis pense-y, là. Si tu t'aimes, puis que tu t'acceptes, puis que quelqu'un d'autre qui te dit un commentaire négatif, ou qui te traite de folle, ou de too loud, ou de trop sensible, ou de people pleaser, je pense que tu vas t'en sacrer pas mal. Ça va te passer 15 pieds par-dessus la tête parce que toi, tu le sais dans ton estime de toi que tu es suffisante, que tu n'as rien à prouver à personne. Donc, en parallèle à faire ce travail-là qu'on a déjà bien expliqué, bien, il faut travailler sur notre acceptation, notre amour propre. Puis moi, c'est certainement ça que j'ai fait. La raison pourquoi je suis tombée dans des troubles alimentaires, puis que je voulais donc contrôler mon image corporelle, puis donc contrôler mon poids, puis donc contrôler mes habitudes alimentaires, c'est parce que j'avais pas confiance en moi. Aujourd'hui, j'ai confiance en moi. Est-ce que j'ai encore des pensées qui me disent « Ah, Claudia, tu devrais peut-être perdre un petit peu de gras autour de ton ventre. Ah, Claudia... » Oui, mais je ris quand j'ai ces pensées-là maintenant. Je les laisse passer. Ça n'affecte plus du tout mon état. Ça ne fait pas en sorte que je change mes comportements puis mes décisions, tu sais. Fait que quand je me fais dire, puis ça m'arrive encore assez régulièrement, d'ailleurs, ça m'est arrivé il y a moins de 1 mois, mais quand je me fais dire par quelqu'un dans le gym « Hey, wow, t'as vraiment des grosses cuisses, hein? » Ben, je m'en sac. Comme ça m'affecte pas du tout. Je me mettrai pas en legging long, en pantalon les prochains jours parce que là, je suis gênée de m'être entraînée en short. Ben oui, j'ai des cuisses musclées. OK. Comparativement à quelqu'un d'autre, mes cuisses sont petites. Puis comparativement à une autre personne, mes cuisses sont grosses. Puis comparativement par un bodybuilder, mes cuisses sont pas musclées. Puis comparativement à quelqu'un qui fait jamais d'entraînement, ben oui, mes cuisses sont musclées, tu sais. It is what it is. J'ai une estime de moi maintenant qui fait en sorte que ben j'aime mes cuisses, je les accepte, je les aime surtout pour qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, pas de quoi ils ont l'air, tu sais. Je suis fière de mes muscles parce que je m'entraîne fort. Fait que la personne me dise comme compliment que j'ai des grosses cuisses, puis que quelqu'un d'autre me dise comme dégoût que j'ai des grosses cuisses, mais ça ne m'affecte plus parce qu'en parallèle, dans les 10-15 dernières années, j'ai travaillé cette estime de soi-là. C'était un long processus et c'est encore un processus. J'ai encore des moments que je me mets un chandail et je suis comme « Ah, mon bourrelet, il paraît, tu sais, ouais. Il me semble que j'ai l'air plus carré des épaules dans cette chemise-là, fait que je vais me changer, tu sais. » Mais c'est tellement moins prenant. Je pense que ce travail-là d'acceptation de soi, ben, c'est un travail de toute une vie et c'est correct. C'est correct. Et tu as le droit de t'accepter, de t'aimer aujourd'hui, maintenant et quand même avoir des objectifs que tu vas atteindre. T'sais. C'est dans un processus de perte de poids. Attends pas d'avoir perdu ton 20 livres avant de t'aimer. Tu peux t'accepter, t'aimer aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'on devient toute paresseuse puis lazy puis qu'on devient toute obèse. On est comme « Je m'accepte comme je suis ». Faut faire attention aussi à ce côté-là de l'espèce de mouvement de body positivity, là. Genre le positivisme du corps, ou je sais pas trop comment qu'on... Le terme, qu'est-ce qu'ils utilisent comme expression en français, là. Mais faut faire attention à ça, tu sais. On travaille sur soi parce qu'on s'aime, justement. On veut être bien dans notre peau parce qu'on aime notre corps, tu sais. Fait que bref, pratiquer la gratitude envers soi-même. Puis bon, tu peux faire la pratique que tu veux, là. Il y a des gens qui vont écrire chaque jour 3 choses, tu sais, qu'ils aiment chez elles. Moi, j'aime bien faire une liste de compliments à mes clientes. Donc, mes clientes qui ont beaucoup de problèmes au niveau de l'estime d'elles-mêmes, et d'eux-mêmes aussi, là. De temps en temps, j'ai des hommes. Ben, je vais leur demander d'écrire une liste de qualités. Puis s'ils sont pas capables de trouver leur propre qualité, ben, qu'ils demandent à leur entourage. Puis ça aussi, je vous recommande de faire cet exercice-là. Pense à 5 ou 10 personnes dans ton entourage, famille, amis, collègues, et demande-leur si tu pouvais me décrire en 3 mots positifs, ça serait quoi?
Si tu pouvais me donner 3 qualités, ça serait quoi? Puis non, t'as pas l'air de la fille qui veut se péter les bretelles puis avoir un gros ego si tu fais ça, tu sais. Mais c'est super intéressant puis vraiment agréable, ce genre d'exercice-là, parce qu'encore une fois, on est dans la perception de soi. Nous, on se perçoit très négativement, alors que les autres, souvent, vont nous percevoir de façon beaucoup plus positive, tu sais. Donc, un petit exercice qui va vous aider à travailler ça, puis à relire et ressentir cette liste-là de qualités que vous avez. Puis si vous avez un manque d'estime de vous par rapport à votre paraître, votre poids, votre corps, bien, focalisez sur vos traits de personnalité, les belles qualités que vous avez. Puis ça va booster aussi votre estime de vous, tu sais. Bienveillance. Ouais, on parle de gratitude, on parle de bienveillance. Hein? C'est souvent des mots qui sont pitchés un peu partout. Et tant mieux, j'ai envie de dire, hein? Si on a dans le discours de la société d'être de plus en plus dans la bienveillance envers nous-mêmes. Je le vois beaucoup, encore une fois, chez les femmes. C'est sûr que je travaille principalement avec des femmes, mais mon Dieu qu'on est dur avec nous-mêmes. Donc, de faire preuve de bienveillance, tu sais, apprendre à se traiter nous-mêmes là, avec la même compassion, le même soutien, la même empathie, le même amour, la même acceptation que on donne à notre fille, à notre meilleure amie, à une collègue, tu sais. Puis ça aussi, je le dis souvent, la façon que tu te parles, est-ce que tu dirais ça à ta fille? Mon Dieu, t'es bien grosse, t'es poche, t'es trop sensible, t'es pas assez parfaite, tu sais, t'es trop gênée. Ben non, mais on se le dit à nous-mêmes. Donc, tranquillement, de changer son discours interne, c'est super important dans notre processus d'acceptation de soi puis d'amour de soi. Puis, tu sais, c'est ça, c'est d'accepter notre imperfection aussi, hein. On n'est pas parfait, puis c'est tant mieux, j'ai envie de dire, parce que, je veux dire, c'est quoi la perfection, premièrement? Je veux dire, God is perfect, la source, c'est parfait, peu importe le terme, l'univers, c'est parfait, tout est divinement parfait. Et la perfection n'existe pas en même temps, tu sais. Ça fait partie d'une polarité, un des contrastes, j'ai envie de dire, de notre vie humaine, tu sais. Donc, tant mieux, parce que ça fait partie de l'expérience humaine de ne pas être parfait, tu sais. Puis ça nous donne des opportunités de croître, de grandir, d'être dans ce développement-là, cette croissance-là personnelle. Puis je pense beaucoup que l'âme est ici sur Terre pour évoluer, pour grandir. Puis c'est grâce à cette imperfection-là. Fait que ça nous aide à l'accepter aussi, tu sais. Puis, j'ai envie de dire aussi, dans ce point-là, là, qui est vraiment de travailler l'amour de soi puis l'acceptation de soi, tu sais, bien, remercie l'étiquette. Puis, acknowledge comment ça t'a servi. Puis, c'est ce que j'ai répondu la soirée du 8 mars, quand Sarah m'a demandé, on fait comment pour se débarrasser de l'étiquette de perfectionniste, tu sais. C'est la première chose que j'ai dit, tu sais, j'ai pris une respiration, puis j'ai dit, tu sais, il a fallu que je la remercie, cette étiquette-là. Parce que dans l'acceptation de soi, on doit accepter nos défauts, on doit accepter nos parts d'ombre, on doit accepter les parties de nous qui, justement, sont peut-être pas parfaites, puis qui sont empruntées, qui sont intériorisées, qui nous font faire des choses qui sont peut-être pas toujours en alignement avec la version la plus awesome de nous-mêmes, et c'est correct. C'est correct. Faut la remercier. Parce que moi, là, d'avoir l'étiquette de perfectionniste, ben ça m'a permis justement d'avoir des très hauts standards avec moi-même. Ça a fait en sorte que j'ai travaillé fort. Je me suis entraînée dur. J'ai développé une rigueur, une discipline, une constance. Tu sais, là, je suis rendue à plus que 215 épisodes de podcast où j'ai pas manqué une semaine. Ben c'est entre autres parce que j'avais mon étiquette de perfectionniste qui m'a amené cette constance-là. C'est facile pour moi de ne pas manquer une semaine. Ça fait partie de moi parce que c'est un projet qui me tient à cœur. C'est quelque chose que j'adore faire, le podcast. Donc, j'ai envie d'être parfaite, entre guillemets, avec ma constance. Puis ça me sert, ça. Le fait que j'étais perfectionniste pendant si longtemps, ben j'avais cette discipline-là. Quand j'avais un solo, quand je présentais quelque chose, ben j'essayais vraiment de faire de mon mieux. Si j'avais été satisfaite avec une performance moyenne, ben j'aurais probablement pas travaillé aussi fort. Puis encore une fois, il faut faire attention. C'est là que des fois, l'étiquette, elle nous amène l'envers de la médaille, que là, ben il y a trop de contrôle, il y a trop de rigidité, il y a trop de limitations, il y a trop de restrictions. Puis c'est pour ça qu'après l'avoir remercié, je lui dis « J'ai plus vraiment besoin de toi maintenant. » Tu sais? Donc, merci, étiquette de perfectionniste. Et là, si je suis plus perfectionniste, ben je suis qui? Qu'est-ce que ça change dans ma vie de plus avoir cette étiquette-là? Ah, ben regardons ça m'amène plus de légèreté. Ah, ben regardons ça me donne plus de permission de changer le plan de match en cours de route. Ah, ben regardons ça m'enlève une énorme pression sur les épaules.
Ah ben regardons ça, je retrouve un équilibre dans mon alimentation, dans mon entraînement, puis ça me fait du bien, tu sais. Donc, wow, merci, tu m'as servi et j'ai plus besoin de toi. Puis de temps en temps, je vais aller te réemprunter, puis de temps en temps, tu vas quand même dicter ou inspirer des actions que je fais, par exemple le podcast, tu sais. Mais là, c'est dans l'harmonie, c'est dans l'équilibre. C'est pas dans les extrêmes de l'étiquette. Donc, on a parfois, j'ai envie de dire souvent même, ces étiquettes-là parce que ça nous protège, parce que ça nous garde en sécurité, parce que ça nous permet d'accomplir X ou Y. Alors, prenez le temps de remercier cette partie-là de vous. Ça fait partie de votre histoire. Puis le but dans la vie, c'est pas d'être toujours love and light and bonne humeur. Non, non. Puis je m'aime juste quand je suis parfaite, je m'aime juste quand je suis de bonne humeur, je m'aime juste quand je vois la vie de façon positive. Non, tu peux t'aimer aussi quand t'es bitch, tu peux t'aimer aussi quand t'es de mauvaise humeur, tu peux t'aimer aussi quand, t'as tombé, puis you messed up, puis t'as fait quelque chose, t'as été triggered, puis t'as dit quelque chose que tu regrettes, tu sais. Tu peux t'aimer quand t'es pas parfaite. Tu peux t'accepter dans tout ça. Donc, d'accepter, d'aimer, de remercier notre étiquette, bien, ça fait partie. Puis honnêtement, je pense que c'est la partie que je veux vraiment mettre de l'avant le plus dans toute la conversation d'aujourd'hui, là. C'est ça. All right? Ensuite, je continue. On est dans les différentes étapes, les différentes choses qu'on peut faire pour se libérer des étiquettes qu'on n'aime plus, qui nous servent plus. Hein? Donc, tu sais, prendre conscience, explorer l'origine des étiquettes, challenger les croyances, les reformuler avec des affirmations positives, travailler sur l'acceptation de soi, l'amour de soi. Et là, on continue avec, encore une fois, en parallèle, si jamais vos étiquettes ont apparu, en fait, à cause de blessures du passé, à cause de traumas que vous avez vécu, bien, c'est là que c'est super important de se faire accompagner. Donc, consulter un thérapeute. Hein, par exemple, si vous avez vécu des traumas, psychologue, par exemple, des thérapeutes spécialisés en cognitivo-comportemental, EMDR, qui est de la désensibilisation par des mouvements au niveau des yeux, des mouvements oculaires. Il y a des thérapies somatiques que moi, je preach fois 1000 somatiques. J'ai fait un épisode de podcast au complet là-dessus, somatique qui relie au corps. Donc, c'est correct de parler de tes problèmes, là, mais si tu veux libérer tes émotions refoulées, si tu veux libérer tes traumas, si tu veux réguler ton système nerveux, tu n'as pas le choix de passer par ton corps. Donc, la thérapie somatique ou psychosomatique qui est super puissante. Après ça, on peut rentrer dans tout ce qui est des pratiques de pleine conscience, de la méditation, de la visualisation. Fait que c'est, encore une fois, ces workouts de mindset-là qui peuvent t'aider à guérir tes traumas, à faire la paix avec ton passé, qui vont aider par la suite, bien sûr, à te libérer de ces étiquettes-là. Avoir un support system, t'entourer de personnes qui soutiennent ton évolution, ta guérison, ta croissance. Ça aussi, tu sais, moi, j'en avais pas parlé à personne parce qu'il y avait tellement de honte. Sûrement, là, que, tu sais, mes parents ou les gens près de moi, ils voyaient bien que, mon Dieu, Claudia est vraiment dure avec elle-même, puis, tu sais, elle a pas l'air très, très heureuse, là, ça glace souvent, tu sais. Puis après ça, plus tard, avec les troubles alimentaires, tu sais, mon pic, c'était vraiment quand j'étais en Australie, fait que j'étais vraiment loin, tu sais, de tout le monde, tu sais, de ma famille, mes amis, etc. Ben, un premier step dans mon processus de guérison, ça a été quand j'en ai parlé à ma sœur. Ma sœur est venue me voir. On a voyagé 1 mois en Indonésie pendant que j'habitais en Australie. Et j'avais pris du poids, tu sais, puis j'étais donc bien gênée. Puis je me disais, mon Dieu, ma sœur, elle m'aimera plus, tu sais, parce que sa sœur fit, qui fait du patin puis tout, elle est rendue avec une 20aine de livres de plus, tu sais. Et non, ma sœur a accueilli ça avec tellement d'ouverture et sans jugement et tellement d'amour, tu sais. Donc, j'étais comme, OK, je suis pas toute seule à vivre ça. Et elle va pas moins m'aimer, puis elle va pas s'en retourner à Montréal parce que là, elle arrive pour voyager avec moi, puis elle voit que j'ai engraissé, là, tu sais. Donc, avoir ces gens-là autour de toi, des relations qu'on entretient qui vont nous aider, du soutien positif, encore une fois, dans la compassion, dans l'ouverture, dans l'écoute, sans jugement, c'est super important. Puis si vous en avez pas, ben c'est là que de travailler avec des mentors, avec des thérapeutes, avec des coachs, avec des groupes de développement personnel ou peu importe, tu sais, d'être dans différentes communautés, c'est incroyable à quel point ça... T'as pas le choix d'avoir ce support-là, tu sais. J'ai essayé, moi, de m'en sortir toute seule pendant plusieurs années. Puis ça a pas marché. Puis c'est quand j'en ai parlé à ma sœur, qui était la première personne, puis après ça, 2 ans plus tard, j'en ai parlé ouvertement sur Facebook, tu sais, à ma communauté qui commençait à grandir avec Karmakin. Donc, d'avoir ce support-là, c'est super, super important. Et dans le même ordre d'idée, ben, au contraire, essayer d'éviter les influences qui sont négatives. Fait que tous les gens là, qui renforcent tes croyances limitantes, qui te rajoutent du poids sur ces étiquettes-là, qui minimisent les efforts que tu fais pour travailler sur toi, ben ça va être bien difficile d'évoluer.
Fait que c'est pas facile, mais souvent, ça prend du ménage dans son entourage. Justement, ça prend de mettre des boundaries puis des limites, puis de moins passer du temps avec tel ami ou tel collègue ou tel membre de la famille, tu sais. Parce que ça rappelle tout le temps tes défauts, tes faiblesses, justement tes étiquettes, ben ça va entraver ton évolution, tu sais. Donc, on booste les gens positifs qui nous amènent du support, puis on réduit nos interactions avec les gens qui font le contraire. Ensuite, ben c'est d'être dans l'action. Hein, ce qui m'amène pas mal le dernier point là, que je voulais mettre aujourd'hui par rapport à comment on fait pour se libérer. C'est beau, là, tout mettre ça sur papier, guys. Là, c'est beau d'avoir ces réflexions-là. C'est beau d'en parler à des thérapeutes. C'est beau lire des livres sur les 5 blessures de l'âme et sur les traumas et sur les étiquettes de pourquoi on est hypersensible et hyperfectionniste et hyper indépendante. Tu sais. C'est super, là. Mais c'est dans l'action quotidienne concrète que tu vas créer des changements qui vont durer sur le long terme. Il faut passer à l'action. Donnez-vous des objectifs qui sont petits, qui sont réalistes. Si toi, tu as une croyance limitante que tu dis t'es poche, t'es pas capable de faire quelque chose, bien, commence par une petite action simple. Si tu dis je suis ben trop gênée pour me partir un podcast ou une chaîne YouTube, bien, peut-être que tu commences avec une story de 15 secondes sur Instagram. Si tu identifies comme introverti, au lieu de commencer avec un événement de réseautage qui va avoir 400 personnes, peut-être que tu vas faire un petit réseautage avec 8 personnes dans ta communauté, incluant 4 femmes que tu connais déjà, tu sais. Si tu es super perfectionniste puis que tu attends que tes cheveux soient parfaits à chaque matin puis que ton maquillage soit parfait, peut-être qu'un matin, tu te laisses une petite bosse dans tes cheveux. True story, hein? Moi, j'étais vraiment parfaite avec ma mère. Là. Faut y en parler, là, comme fallait pas que j'aille de boss, puis ça soit tel élastique. Puis bon, on commençait avec des petits objectifs, mais commencer tranquillement à incarner cette version-là de vous qui n'a pas ces étiquettes-là limitantes. Et célébrer chaque petit progrès. Attendez pas d'avoir perdu le 20 livres, d'avoir mis vos limites, d'avoir parlé devant un public, d'avoir dit non à vos enfants pour célébrer. Prenez le temps de reconnaître, célébrer ces petites réussites-là. Ça vous aide à aider votre estime de vous autres, hein, votre confiance en vous. Donc, moi, quand je mangeais un muffin, un mardi après-midi, puis que j'en mangeais pas 6 un samedi soir, puis que je me donnais la permission de manger un muffin, même si c'est un jour de semaine, puis que c'est un muffin du Tim Hortons, ça a l'air niaiseux, mais je célébrais ça. J'étais comme, hey, cool, j'ai été capable de manger un muffin. J'étais pas dans ma restriction de, ben non, les muffins, c'est trop sucré, c'est trop gras, c'est un mardi, il faut que ma nutrition soit parfaite le mardi, puis je vais attendre à samedi, puis le samedi, j'en aurais mangé 6, tu sais. Donc, célébrer ça. Chaque fois que tu mets un morceau de vêtement que, OK, je l'aurais peut-être pas mis avant parce que peut-être que ça monte mes bras, puis habituellement, j'aime pas mes bras, tu sais, parce qu'ils sont mous, peu importe, bien, célèbre ça que tu as été capable de mettre. Ça va peut-être être inconfortable au début, mais tu l'as fait. Célébrer toutes ces petites actions-là. Ça va renforcer encore une fois votre estime de vous, votre acceptation, votre confiance en votre habileté à être capable de faire des changements. Puis continuez à évoluer, à grandir. Hein? C'est pas parfait, ça finit jamais. Et moi, je vois ça comme une bonne chose. Comme je vous ai dit, là, je suis rendue à 34 ans. Mon dernier binge, c'était le 2 mai 2015. Ça va faire 10 ans bientôt. Et est-ce que j'en ai eu des moments dans les 10 dernières années où est-ce que j'ai mangé mes émotions? Absolument! Est-ce que j'en ai eu des moments où est-ce que, justement, je passe devant le miroir et je suis comme, OK, là, on voit trop mon ventre, par exemple. Est-ce que j'ai des moments que je me change parce que j'ai l'impression que dans tel vêtement, j'ai de l'air plus grosse? Est-ce que j'ai des moments que je suis gênée d'être en maillot devant certaines personnes? Oui, ça continue encore, ça. De moins en moins. Et surtout, encore une fois, ça n'affecte pas mes émotions. Ça n'affecte pas ma journée. Je la laisse passer, cette pensée-là, je la laisse passer, cette remarque-là. Maintenant, ça me fait sourire. Je suis comme, regardons ça, Claudia, c'est une version ancienne de toi qui refait surface. OK, cool. J'irai pas me changer. Je m'empêcherai pas de manger du popcorn. J'irai pas faire 1 heure de gym de plus le lendemain. Tu sais, fait que c'est ça, ma définition, en tout cas, de guérison. Ça veut pas dire que t'as plus jamais ces étiquettes-là. T'as plus jamais ces pensées-là. Par contre, je pense qu'on est guéri quand on les observe avec un petit sourire en coin. Un peu comme en méditation, on les laisse passer comme des pensées sur des nuages. On est capable tout de suite de les transformer en quelque chose de positif. Et ça n'affecte pas notre journée. Je pense que ça, cette guérison-là, moi, je la trouve merveilleuse. Puis ça prend du temps. Puis c'est un travail d'une vie. Et encore une fois, c'est correct.
Puis juste pour terminer, hein, parce que là, vous me dites, ouais, c'est un gros travail d'une vie, Claudia. Tu me dis que ça sera jamais parfait, que ça va être difficile, que ça va occasionner probablement des émotions difficiles, qu'il va peut-être falloir faire la thérapie. Oh my God, tu sais. Ça vaut la peine. Mon Dieu, que ça vaut la peine. Hey, moi, j'avais des moments, là, je me souviens en Australie, là, vers la fin de mon voyage. Fait qu'en début 2025, on est en 2025 aujourd'hui, début 2015, moi, j'habitais en Australie du 7 janvier 2014 au 13 juin 2025. Oui, j'ai une très bonne mémoire pour les dates. Puis, le dernier Blitz à Perth, j'étais vraiment dans l'ouest de l'Australie. Je travaillais dans un gym. J'habitais un appartement à genre 1 minute de marche du gym. Puis là, c'était le pic de mes troubles alimentaires, vraiment en mode hyperphagie, me gaver, manger mes émotions, tu sais. Puis, j'avais des moments, je me souviens dans ma petite chambre, que j'étais tellement dans un sentiment d'impuissance. Parce que j'essayais de m'en sortir toute seule. Là, je lisais des blogs là-dessus. Là, chaque matin, je me levais avec des bonnes intentions. Je faisais mon journaling, j'essayais de comprendre. J'avais été en thérapie avant, quand j'étais à l'université, fait que j'essayais de réutiliser ces trucs-là que j'avais appris, tu sais. Puis j'étais pas capable. Je répétais les binges, je répétais les moments de gavage comme ça, puis j'étais gênée, puis je me cachais pour manger ça, puis là, je jetais mes déchets pour pas que personne voie que j'avais mangé des biscuits, tu sais. Puis j'étais tellement dans un gros sentiment d'impuissance et de honte. Tu sais, puis je me disais, jamais je vais m'en sortir, je vais être pognée avec ça tout le reste de ma vie, tu sais. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, je suis ici pour te dire que c'est possible de t'en sortir. Peu importe l'étiquette que tu as empruntée, peu importe le comportement, l'addiction même, c'est pas facile. Mais comme je vous dis, je veux finir avec juste réénumérer les avantages de faire ce processus-là parce que c'est pas facile. Puis ça se peut que tu aies des moments que tu sois découragé, que tu penses que tu es incapable de te libérer de ces étiquettes-là, mais c'est possible, faut pas lâcher, il faut continuer, tu sais. Tu vas améliorer grandement ton estime de toi puis ta confiance en toi. Je répéterai pas parce que j'en ai parlé tantôt. Puis ça, à quel point c'est hot d'avoir une belle estime de toi. On n'est pas dans le cockiness, là, puis dans les gens qui manquent d'humilité, puis dans le d'être snob, puis genre de penser qu'on est meilleur qu'un autre. Pas du tout. Pas du tout. On est dans, cette estime de soi-là qui fait en sorte qu'on va prendre des initiatives, on va la partir de notre business, on va aller en voyage, on va exprimer nos idées sans avoir peur d'être jugé, on va se sentir légitime dans nos actions, dans nos décisions, on va les demander les promotions. Fait que cette confiance-là en soi, mon Dieu que c'est super. On a tellement moins de stress et d'anxiété. Moi, je suis pas une fille qui vit de l'anxiété. Je n'ai jamais vraiment connu ça, de l'anxiété, mais du stress, de la charge mentale, oh my God, que j'en avais. Parce que toute la journée, je pensais rien qu'à ça. Comment je vais être parfaite avec ma nutrition aujourd'hui? Là, OK, j'ai un dîner avec des amis. Là, qu'est-ce que je vais amener comme lunch? Là, je retourne-tu chez nous manger pour que personne me voie parce que j'ai pas envie de manger la bouffe là-bas parce que j'aurais pas le contrôle sur les calories, tu sais? Hey, ça en crée du stress mental, cette affaire-là, là. Du stress physique aussi, hein, bien sûr. J'étais tellement en restriction, en carence pendant longtemps quand je me limitais. Puis après ça, pouf, je mangeais full de calories. Fait que ces extrêmes-là, ça m'amenait beaucoup de stress physique, mais beaucoup de stress mental aussi. Donc, d'avoir ces étiquettes-là, de se dire qu'on est une mauvaise personne, qu'on est une mère poule, qu'on est trop sensible, qu'on est perfectionniste, qu'on n'est pas capable de dire non, mais ça amène du stress. Donc, quand on se libère de ça, on a moins de stress, moins d'anxiété. Ça nous amène à avoir des relations plus authentiques aussi. Tu sais, quand on est vulnérable, quand on ne s'identifie pas à ces étiquettes-là, on est, encore une fois, plus nous-mêmes. On est plus connecté à notre vraie essence. On est sincère. Puis on a des relations sincères et profondes avec les autres. Fait qu'on communique de façon plus honnête avec nos enfants, avec notre conjoint, avec nos amis, tu sais. Il y a peut-être justement des amitiés qui vont changer. Ça va laisser de la place à des nouvelles personnes à rentrer dans notre vie qui vont être plus alignées. Moi, je l'ai certainement vécu, tu sais. My soul tribe, là, mes amis tellement d'âme à âme, là, mes soul sisters, je les ai rencontrés en 2019 à peu près, là. Ça fait pas si longtemps que ça, tu sais. Quand on est libéré de ces étiquettes-là, on arrive à prendre des meilleures décisions. On ne prend pas des décisions basées sur qu'est-ce qui nous limite. Fait que par exemple, si tu as une étiquette de justement là, je suis introvertie, donc moi, je peux pas avoir un poste de boss, ou je peux pas partir ma business, ou je peux pas aller dans des événements de réseautage pour faire du réseautage. Ça le dit, hein? Donc, si je me libère de cette étiquette-là de je suis trop gênée, je suis trop sensible, je suis trop introvertie, mais je vais prendre les meilleures décisions pour moi, pour mon entreprise, pour ma business, pour ma carrière, tu sais. Ça amène tellement plus de liberté intérieure et d'autonomie. Donc, tu n'as pas besoin de te fier sur les opinions externes, sur les attentes de la société
Tu fais tes choses. Tu te sens libre de suivre ton propre chemin. Puis ça a été quelque chose qui n'a pas été facile, moi, parce que je vis une vie hors de la norme. Hein? Je veux dire, quand tu as 34 ans, tu n'as pas d'hypothèque, tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas vraiment dans la norme. Quand tu pars habiter en Australie sur un coup de tête, puis après ça, tu reviens, puis après ça, tu repars avec ton backpack en Amérique latine, puis là, tu reviens, puis là, tu te pars une business de coaching en ligne en 2016 quand c'était pas populaire, bien, tu vis un petit peu hors de la norme. Donc, il a fallu que je m'assume, que j'aille chercher cette liberté intérieure-là. Puis ça a été pas facile. J'ai eu des moments que je me suis questionnée, coudonc, je veux-tu un chum, moi, avec? Puis je veux-tu m'acheter un condo puis avoir un chien, tu sais? Donc, quand tu es bien avec toi-même, que tu sais t'es qui, bien, tu as plus cette autonomie-là de prendre des initiatives sans te soucier des jugements des autres. Quand les gens ils font de la projection sur toi puis qu'ils jugent des choses sur tes choix de vie, bien, ça t'affecte plus. Au début, ça m'affectait, là, quand je suis revenue d'Australie, les gens étaient comme, ben là, tu fais un chum? Tu vas t'acheter un condo? Ça m'affectait. Je me disais, ben coudonc, c'est ça que je suis supposée vouloir dans ma vie à 25 ans? Tu sais, là, je vais repartir en voyage. Ben je devrais-tu m'empêcher de repartir en voyage parce que, tu sais, il faut que je revienne à la vraie vie, comme les gens me projetaient sur moi, tu sais, comme si la vraie vie, c'était pas la vraie vie dans d'autres pays, genre. Fait que plus de liberté intérieure, plus de paix intérieure, tu t'assumes plus dans tes choix, tu sais. Ce qui t'amène moins de culpabilité, moins de honte. À cette heure de dire que je mange des fois un sac de popcorn au complet, que j'adore, ben, j'ai pas de honte à dire ça, là, tu sais. Donc, on s'autorise à faire des erreurs, entre guillemets, on s'autorise à pas être parfaite, puis on l'assume, puis il y a moins de honte parce qu'on accepte qu'on est humain, puis ça fait partie de l'expérience humaine. On se punit vraiment moins mentalement pour des choix qu'on a faits. On se pardonne, on passe à autre chose. On accepte ça comme une expérience qui nous permet de grandir. Ça nous amène plus de résilience. Et moi, là, d'avoir travaillé mon double axel pendant des années, d'avoir tombé puis m'être relevé, puis tombé puis m'être relevé, bien, ça m'a développé une résilience. Tu sais, ça fait en sorte que j'ai eu ces qualités-là grâce à mes étiquettes, comme j'ai déjà dit. Cette rigueur-là, cette constance-là, cette discipline-là. Pensez-vous que ça me sert pas mal la Kamakin? Ça me sert en titi dans ma business que j'ai appris grâce au patin puis grâce à cette étiquette de perfectionniste-là qui s'est développée à travers mon sport, tu sais. Ça nous permet aussi de se libérer des attentes qui sont irréalistes envers nous-mêmes. Tu sais, d'être super performante. Puis tu sais, moi, j'avais des moments dans les j'étais comme, je vais changer le monde, je vais guérir et sauver tous les enfants de la planète, tu sais. C'est bien, là, d'avoir de l'ambition, mais je pense qu'il faut aussi être réaliste. Puis pas tomber dans des imaginaires superflus, non réalistes, qui nous mettent énormément de pression, tu sais. Donc, encore une fois, plus de légèreté, plus de libération, plus de bienveillance envers soi-même. Tu sais, quand tu acceptes, tu réalises que Claudia, non, malheureusement, dans juste cette vie-là ici, tu ne pourras pas sauver et guérir tous les enfants de la planète. Ben, tu t'enlèves la pression puis tu es plus bienveillante. Et là, tu fais comme, OK, d'abord, ben, je vais focaliser mon focus sur des organismes, des fondations qui existent déjà, que je peux aider, contribuer, ou des choses peut-être plus communautaires, locales, tu sais. Fait qu'on peut être heureuse et productive dans nos missions de vie sans chercher cette perfection-là, cette ambition-là démesurée qui cache autre chose, hein, aussi. Ça nous aide à avoir une meilleure gestion de notre temps, une meilleure gestion de notre énergie, une meilleure gestion de notre mental. J'aime bien parler de capacité de temps, d'énergie mentale. J'ai un épisode de complet là-dessus aussi, sur le podcast, sur ce sujet-là. Mais quand on se libère de ces étiquettes-là, ben, on peut gérer nos priorités de manière équilibrée, sans sacrifier notre bien-être, sans répondre aux attentes externes. Encore une fois, on est capable de dire non, de poser des limites. On arrête de se surcharger, tu sais. Fait qu'on peut consacrer du temps, de l'énergie puis l'espace mental à ce qui est vraiment important pour soi. Ça nous amène une meilleure gestion de nos émotions. J'aime pas gestion de nos émotions. J'aime pas gérer nos émotions. Ça nous amène une meilleure... ça serait quoi un meilleur mot? Une meilleure acceptation de nos émotions, une meilleure façon de les vivre, de les ressentir, nos émotions, une meilleure libération de nos émotions, hein? Parce que je veux dire, on les vit, on les laisse passer, on les accepte. Donc, on vit mieux avec nos émotions. On se donne la permission de les vivre. Les émotions super confortables, agréables, positives, les émotions un petit peu plus difficiles, plus noires, plus difficiles, j'ai déjà dit, plus inconfortables. Fait qu'en résumé, là, se libérer de ces étiquettes-là qui nous limitent, encore une fois, en prenant le temps de les remercier pour comment ils nous ont servi, en prenant le temps de travailler aussi en parallèle notre guérison personnelle d'acceptation de soi, d'amour de soi, bien, on vit une vie qui est plus vraie, hein, qui est plus authentique, qui est plus sereine, qui est plus épanouie, qui est plus confiante. On enlève l'auto-jugement.
On gère mieux nos émotions, on s'ouvre à des nouvelles possibilités aussi, à des nouvelles opportunités, on est plus résilient face aux défis, on a plus confiance en nous, bon, bien sûr, notre estime de soi est augmentée, tu sais. Fait qu'on se rapproche, encore une fois, de l'essence de qui on est vraiment, en dehors de ce qu'on a emprunté de la société, en dehors des jugements des autres. Donc, on vit une vie plus awesome, plus épanouie, selon nos propres termes, qui fait partie vraiment de ma mission. Fait que voilà, hey, j'ai parlé beaucoup, 54 minutes, là, plus l'intro, plus l'outro. Hey, on est presque à 1 heure de podcast aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que vous avez ressenti dans mon message aujourd'hui à quel point ça me parle, ce sujet-là, parce que j'ai passé à travers, je continue de passer à travers, puis à quel point, mon Dieu, que ça m'a libérée. Je suis tellement pas la même version de moi d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans. Puis, tu sais, me faire dire, là, aujourd'hui, je me fais tellement souvent dire, puis je l'apprécie, puis je le prends pas pour acquis, que, mon Dieu, que je rayonne, puis que je suis tellement zen, puis que je suis positive, puis que je suis comme un petit soleil jaune, puis que je suis donc inspirante. Je me fais souvent dire ça, puis je l'apprécie vraiment, là. Merci, tu sais. Jamais je me ferais dire ça. Je vais recommencer ma formulation de phrase. Très, très, très rarement, je me faisais dire ça quand je patinais. Les gens me trouvaient bonne, me trouvaient talentueuse, mais j'étais pas une petite fille qui rayonnait. J'avais pas autant de légèreté dans mon aura. J'étais souvent très sérieuse, mauvais caractère, de mauvaise humeur. Je prenais les choses au sérieux. J'avais cette pression-là sur les épaules, tu sais. Puis après ça, bien plus tard, dans ma début vingtaine, j'étais peut-être un peu troublée, j'ai envie de dire. J'avais peut-être un âme un peu troublée. Même, je vois des photos de moi en Australie, puis ça paraît, là, tu sais, que j'ai un 20-30 livres de plus. Puis oui, je me suis toujours entraînée, fait que j'étais toujours en forme, mais tu sais, ma face est gonflée, j'ai beaucoup plus de gras sur moi, puis je le vois dans mes yeux, tu sais, que je suis pas bien avec moi-même, puis je suis troublée, puis je suis gênée, puis c'est ça, tu sais, je suis pas bien dans ma peau. Puis même si je voyage, puis j'aime ce que je fais, puis qu'il y a des belles choses dans ma vie, ben à l'intérieur, au niveau de mon âme, tu sais, je le vois, je le ressens, tu sais. Fait que c'est cool de cette évolution-là, puis j'ai juste 34 ans, j'ai bien hâte de voir où est-ce que la suite de la vie va m'amener au niveau de cette évolution-là, tu sais. Mais c'est ça, c'est vraiment cette paix-là intérieure qui se reflète à travers notre aura, notre énergie, nos vibes, qui se reflète dans notre quotidien, qui se reflète dans nos discours, dans nos pensées, dans nos comportements. Et c'est ce que je vous souhaite, peu importe l'âge que vous avez, peu importe d'où vous partez, peu importe vous êtes pris avec quel genre d'étiquette ou de trouble en ce moment, bien, sachez que c'est possible. Je l'ai fait, je continue de le faire. J'accompagne des centaines de personnes depuis des centaines d'années. Ouais, peut-être, sûrement dans les vies antérieures, effectivement. Mais depuis plus de 17 ans, tu sais, à faire ce processus-là. C'est un processus unique et différent d'une personne à l'autre. Aujourd'hui, je vous partage des trucs personnels, des exemples personnels pour vous donner peut-être des trucs avec lesquels vous pouvez raisonner. Mais c'est ce que je vous souhaite. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Fait que j'aimerais savoir votre feedback. Pour vrai, là, comme prenez le temps de m'écrire, de m'envoyer un courriel, de m'écrire sur les réseaux sociaux, de me taguer ou peu importe pour me dire si l'épisode d'aujourd'hui vous a parlé, si vous voulez qu'on continue de jaser de ce genre de choses dans les futures conversations, parce que je pense vraiment que c'est un point central dans la vie, d'en vivre une vie qui est heureuse, qui est alignée, tu sais. Donc, je pourrais continuer encore longtemps à preach ce message. Je vais arrêter. Je vais finir avec le quote, comme d'habitude. Le quote que j'ai trouvé aujourd'hui, c'est « Reality is to be found in lightness and darkness ». Donc, la réalité, notre réalité, là, la réalité qu'on vit, qu'on crée en tant qu'humain, ça peut être trouvé autant dans la lumière que dans la noirceur. Donc, c'est juste un petit clin d'œil puis un petit rappel que oui, on veut faire ce travail-là de se libérer de nos étiquettes. Oui, on veut s'améliorer. Oui, on veut vivre une vie avec plein de qualités, puis de positif, puis de service pour les autres. Mais attention, encore une fois, de ne pas bypasser, de ne pas être juste dans l'amour et la lumière. Il faut aussi, j'aime pas dire il faut, je nous encourage aussi à accepter nos parts d'ombre, à accepter les parties de nous qui ont des étiquettes, à accepter les fois où est-ce qu'on n'est pas en alignement avec notre higher self. C'est parfait divinement aussi. Donc, on vit cette réalité-là autant dans le lightness et le darkness. Et je vous souhaite de trouver l'équilibre, l'harmonie entre les deux. Encore une fois, pour une vie awesome, alignée selon tes termes.